Et si, après les chats, les chiens, les chevaux ou les serpents, nous parlions de requins dans Blur? En effet, la sortie il y a quelques semaines, Dans nos troubles, dans lequel Jason Statham et ses copains combattent un requin plutôt belliqueux, jumelé avec la sortie imminente d'un livre sur la question, tout cela nous a donné envie de revenir une nouvelle fois sur les rapports fructueux qu'ont toujours entretenus les requins avec le 7e art. Et pour commencer, un constat, cette relation fructueuse entre les requins et le cinéma est plutôt récente, car pour trouver des traces cinématographiques de squales avant les années 70, il faut bien chercher. Il y a quand même Le Harpon Rouge d'Howard Hawks, avec sa mort sauvage dès l'ouverture. Il y a, dans Je n'ai pas tué Lincoln de John Ford, une évasion réussie, malgré les coups de feu et les ailerons. Et bon en avant, il y a un film de Samuel Fuller, sobrement intitulé Shark, dans lequel Burt Reynolds et ses collègues plongeurs nagent en eau trouble et ont bien du mal à regagner leur bateau. Help me! Dad! Sinon, n'oublions pas la série des James Bond, dans laquelle les requins font souvent des apparitions remarquées, période Sean Connery dans Opération Tonnerre, ou période Roger Moore dans Vivre et laisser mourir. Et du coup, lorsqu'il s'agit de parodier la série, comme le fait Philippe de Broca dans Le Magnifique, le requin fait évidemment une apparition sanglante au moment d'éliminer un espion enfermé dans une cabine téléphonique sous l'eau. Enfin, on s'en voudrait d'oublier le documentaire de Louis Malle, Le Monde du Silence, dans lequel le commandant Cousteau s'exprime doctement en prenant bien soin de faire les liaisons. Le sang attire un requin, puis 2, puis 3, des petits et des gros, des bleus et des gris. Et puis vient l'année 1975 et le classique des classiques, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Soit une nageuse imprudente sur la côte est des États-Unis, un policier aquaphobe sur la plage, un vieux loup de mer sur son bateau, un scientifique lunaire à qui on ne la fait pas, et puis l'apparition du grand requin blanc, inattendu, et enfin une phrase entrée dans l'histoire du cinéma. Dès lors, plus rien ne sera comme avant. Aux oubliettes, les calamars géants de 20 milieux sous les mers, à la remise, la baleine blanche de Moby Dick, le monstre marin de la fin du XXe siècle sera bel et bien le requin. Le film de Steven Spielberg va alors engendrer moult suites officielles, avec des fortunes, disons, diverses. Jaws, The Revenge. Le film va aussi engendrer de nombreuses copies, par exemple cette Mort au large, venue d'Italie, et reprenant le scénario des Dents de la Mer à l'identique. Et puis des parodies disséminées ici et là, à la fin de Quand la Panthère Rose s'en mêle, par exemple, ou au début d'Y a-t-il un pilote dans l'avion, ou encore autoparodie, au début de 1941 de Steven Spielberg lui-même, le requin bientôt remplacé par un sous-marin japonais égaré dans les eaux californiennes. Dorénavant, le requin est donc partout et s'invite même dans d'autres genres du cinéma fantastique, comme le film de mort-vivant avec l'enfer des zombies et sa séance aquatique plutôt éprouvante, ou encore la série des King Kong dans King Kong revient avec ce combat homérique, enfin si l'on veut. Enfin, comme un logique renvoi d'ascenseur, la série des James Bond intègre à son tour les Dents de la Mer à son univers, dans L'espion qui m'aimait, avec le personnage de Jaws, célèbre méchant à la mâchoire d'acier. Mais après, eh bien, pas grand-chose. En effet, dans les années 80, les apparitions de requins au cinéma se font plus rares, une brève attaque dans le L de Blake Edwards, avec Dudley Moore et un Playboy en danger, une autre attaque dans Le Pirate de Polanski, avec un Walter Matthau en difficulté, ou encore dans Les Sous-doués en vacances, un faux requin et une fausse attaque, fomentée par Daniel Auteuil afin de sauver et séduire Grâce de Capitani.
Visiblement, le requin lasse, le filon s'épuise, comme le souligne ironiquement Robert Zemeckis dans Retour vers le futur 2, avec Michael J. Fox découvrant le futur et par là même un fronton de cinéma programmant un improbable Jaws 19. Une lassitude, presque une ringardise, que souligne également John Carpenter dans Los Angeles 2013, en imaginant un Los Angeles futuriste en partie recouvert par les eaux, dans lequel erre le requin has-been des attractions Universal. Mais au carrefour des années 2000, le requin va redevenir un phénomène cinématographique. Tout d'abord avec Peur Bleue et ses attaques en mer, mais aussi ses attaques dans les couloirs inondés d'une base scientifique, mais surtout avec Open Water et son scénario simplifié à l'extrême, 2 plongeurs abandonnés, seuls dans l'océan, enfin seuls, pas tout à fait. Et suite au succès d'Open Water, et à son faible coût de production, les films de requins vont se multiplier tout au long des années 2000, et souvent avec des partis pris scénaristiques plutôt radicaux. Dans Bait, des personnages enfermés dans un supermarché inondé, suite à un tsunami, d'où quelques rencontres insolites. Dans The Reef, une poignée de vacanciers coincés sur la coque de leur voilier, puis seuls dans l'océan, enfin seuls, là aussi, pas tout à fait. What? Over there, I saw something. Mais aussi dans 47 Meters Down, 2 sœurs enfermées dans une cage qui vont croiser un ami. Ou encore Instinct de survie, où Blake Lively se retrouve coincé sur un rocher pas bien grand, alors qu'un requin blanc rôde alentour. Sans oublier sur un versant plus dramatique, USS Indianapolis, qui revient sur le naufrage d'un navire américain, coulé par la flotte japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des survivants devant lutter contre le froid, la fatigue et les requins. Enfin, terminons ce tour d'horizon par la Sharksploitation, ce courant de films apparu dans les années 2000, initié par les téléfilms Shark Attack, avec de très gros requins, mais de tout petits budgets, et nos limites au niveau scénario. Avec garde-côte aux dents blanches, vieux loup de mer aux cheveux blancs, jolie blonde scientifique et homme d'affaires véreux, et surtout attaque de requins aux effets spéciaux, disons, approximatifs, le tout ponctué par un bon mot. Où sont les cocktails? Dès lors, la porte est alors ouverte à tous les possibles, un requin pieuvre dans Sharktopus, un requin dinosaure dans Dino Shark, un requin fantôme dans Ghost Shark, des requins volants dans Sharknado, bref, des requins partout, même à Venise, dans Shark in Venise. Et tout ceci nous a donné, plus que jamais, des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos scènes préférées, liées de près ou de loin aux requins au cinéma. You are a bad boy. Notre numéro 5, c'est entendu, Les Dents de la Mer est le meilleur film de requin de l'histoire du cinéma, et de loin. Mais il se trouve que nous avons un petit faible pour le deuxième volet de la série, Les Dents de la Mer, deuxième partie, dans lequel excelle un Roy Scheider en plein traumatisme. Roy qui regarde l'horizon pensif une fois, Roy qui regarde l'horizon pensif 2 fois, ou Roy qui commence à comprendre qu'il va devoir retourner en mer pour affronter son pire cauchemar. Bref, Roy Scheider au sommet de son art, surtout au moment de passer à l'action, sur la plage, alors qu'une ombre menaçante rôde.
hell is that idiot doing? Everybody out! Get out of there! Get out! Everyone out! Out of the water! Get out of there! Get out! Get out of the water! Get out! Get out! Just bluefish! Bluefish! Chief, it's a school of bluefish! It's just bluefish! Notre numéro 4, pourquoi sommes-nous traumatisés par les ascenseurs? Sans doute parce que nous avons vu le film L'ascenseur un peu trop jeune, mais plus sûrement parce que nous avons vu le James Bond L'espion qui m'aimait, encore plus un peu trop jeune, et notamment cette scène avec Kurt Jürgens en méchant sadique au rythme de Jean-Sébastien Bach. Thank you. It was you who betrayed me. You had access to all the information. Now you will pay the penalty. Notre numéro 3, faisons un petit détour par la Sharksploitation, car nous tenions à citer d'autres films improbables, Le requin sous le sable de Sand Shark, Le requin dans la neige d'Avalanche Sharks, ou encore sans doute Le pompon, les requins volants, zombies et nazis de Sky Sharks. Mais à ces films volontairement mauvais, nous préférons la maladresse des nanars de l'ancien temps, et plus particulièrement ce cultissime Turkish Jaws, réalisé en 1983, attention, qualité VHS, avec des effets spéciaux vraiment spéciaux. Notre numéro 2, les films d'animation ont souvent fait la part belle aux requins. Déjà on le retrouve mécanique dans Tintin et le lac aux requins, avançant à un rythme de sénateur. On retrouve également un requin belliqueux dans La Petite Sirène, ou dans Madagascar le deuxième. Sans oublier les requins ici Don Lino dans Gang de requins. You miss me? You doing good? Huh? Huh? Mais notre préféré se trouve évidemment dans Le Monde de Nemo, le requin Bruce que s'apprête à croiser Marin et Dory. Can I help you? Something's wrong with you. Really. You're wasting my time. I have to find my son. Hello. Well, hi! Name's Bruce. It's all right, I understand. Why trust a shark, right?
So, what's a couple of bites like you doing out so late, eh? Nothing. We're not doing anything. We're not even out. Great! Then how'd you morsels like to come to a little get-together I'm having? You mean like a party? Yeah, right. A party. What do you say? Oh, I love parties. That sounds like fun. You know, parties are fun, and it's tempting, but we can't because... Oh, come on, I insist. Okay, that's all that matters. Enfin, notre numéro 1 est L'évidence de l'évidence, La vie aquatique de Wes Anderson, Bill Murray en ersatz du commandant Cousteau, à la recherche de son Moby Dick à lui, un grand requin jaguar qu'il s'est juré de tuer pour venger la mort de son ami, jusqu'à son apparition sur la musique de Sigur Rós, soit un peu de douceur dans un monde de brutes. That's him, Klaus. Are we safe in here? I doubt it. You still want to blow him up? No, we're out of dynamite anyway. It is beautiful, Steve. Yeah, it's pretty good, isn't it? I wonder if it remembers me. In 12 years, he'll be 11 and a half. That was my favorite age.